Et par décret, on a décidé, en une nuit, que nos centrales, tout avait été bouleversé, et ce coefficient de 2,3 est passé à 1,9. Voilà. Ça, c'est le tour de passe-passe, 1,9. Et d'un coup, on a 800 000 appartements qui sont revenus dans le marché locatif, qui ont été sortis du classement passoire énergétique. On n'a pas une base scientifique sur laquelle on s'est appuyé pour dire voilà ce qui s'est produit. C'est du doigt mouillé ce qu'on nous fait là. Peut-on faire de la politique à long terme au doigt mouillé? Non. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10 juillet 2025. Je ne date jamais mes vidéos normalement et aujourd'hui j'éprouve le besoin de le faire. Pourquoi? Tout simplement parce que nous venons de connaître un tour de passe-passe absolument extraordinaire qui équivaut à la remise sur le marché de 800 000 logements qui n'étaient plus louables. Pourquoi n'étaient-ils plus louables? Tout simplement parce que vous n'êtes pas sans savoir que les logements sont soumis à des diagnostics de performance énergétique qui ont pour objectif de classifier les logements par catégorie de consommation et surtout d'émissions de gaz à effet de serre. Et dans cette classification, il y a les deux dernières classes, F et G, qui sont toujours considérées comme étant des passoires énergétiques. Et nous n'avons plus le droit aujourd'hui de louer des passoires énergétiques. Quand elles sont louées, il y avait la possibilité de continuer à les louer. On ne pouvait plus augmenter le loyer. Et si le locataire partait, on ne pouvait pas remettre sur le marché, sauf à sortir de ces deux catégories passoires énergétiques. Alors, sur quoi est basé le DPE? Quels étaient ses objectifs? L'objectif du DPE, je vous l'ai dit, c'est de quantifier, de situer le logement qui va être analysé ou qui est analysé et qui est sur le marché dans son niveau de consommation d'énergie pour le chauffer, pour le produire l'eau chaude, etc. Et surtout d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comme on peut chauffer, c'est particulièrement sur le chauffage que ça a une influence, on peut chauffer au bois, on peut chauffer à l'électrique, on peut chauffer au fioul, on peut chauffer au gaz. Voilà, il y a beaucoup d'énergie possible pour chauffer. Et chacune de ces énergies-là a un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, normalement, on serait tenté de penser, en France on a de l'énergie nucléaire, tout le monde nous dit qu'elle est décarbonée, ça devrait se passer bien. Oui, ça devrait se passer bien, sauf que peut-on comparer le chauffage avec un élément de chauffage à bois ou avec un élément de chauffage électrique? Non, parce que le bois est dans ce qu'on appelle un cercle vertueux d'émissions et de remboursement, si on peut dire, de gaz à effet de serre, puisque c'est du gaz à effet de serre qui est relâché parce qu'on le brûle, mais qui avait été fixé pendant le temps de croissance du bois. Donc on a un cycle qui est très court, et donc on avait un coefficient qui a été de 1, quelque chose et qui est devenu de 1. C'est-à-dire qu'on considère que 1 kWh d'énergie pour chauffer avec du bois, c'est 1 kWh, c'est l'équivalent d'un kWh, on a un rendement de 100%. Ce qui est totalement pas vrai parce qu'il faut l'abattre, il faut donc le découper, le transporter, etc. Dès l'instant qu'on fait quelque chose, on a une émission de gaz à effet de serre. Mais on a considéré ça sous cette forme-là. Et l'électricité, donc c'est un moyen de produire, enfin on produit de l'électricité avec une autre énergie à la base. Et notamment, par exemple, pour prendre les centrales nucléaires qu'on connaît au moins de réputation, le principe c'est grâce à la fission, on a un dégagement énorme de chaleur. Cette chaleur, on s'en sert pour faire chauffer de l'eau, pour la faire bouillir, ça produit de la vapeur. Avec la vapeur, on entraîne une turbine qui elle-même entraîne un générateur. Et on a donc des kilowattheures qui sortent. Et pour avoir 1 kWh de sortie, on a du chauffage, on a des pertes, etc. Pour ceux qui se sont promenés et qui ont vu des centrales nucléaires de près, on a ce qu'on appelle les aéroréfrigérants, les espèces de tours, avec de la vapeur qui s'échappe. Là, on refroidit le système de production. Et on a connu plusieurs taux, ce qu'on appelle le coefficient de conversion.
Et là, je vais vous l'écrire, parce que c'est là-dessus que tout s'est joué. Le coefficient de conversion, donc c'est la différence entre l'énergie primaire et l'énergie secondaire. Et la différence, c'est que lorsque je vais, donc on va prendre, on va simuler, voilà, on a un gaz, on fait un feu, là, ça c'est le feu, on a une casserole là-dessus, hein, donc voilà, et on va faire bouillir de l'eau là-dedans. Et donc on a de la vapeur qui sort, etc. Et pour récupérer 1 kWh électrique produit à la sortie, donc qui sort de notre centrale thermique, on a 1 kWh qui va partir sur les lignes électriques, hein, qu'on va donc consommer au bout. Voilà, ça c'est notre ligne électrique. Bon, ok, la représentation n'est pas terrible, mais imaginez que c'est notre ligne électrique. Quand j'ai 1 kWh ici, que moi, en tant que particulier, j'achète pour me chauffer, j'ai ici extrait donc de l'uranium, j'ai chargé, j'ai fait produire de la chaleur, j'ai refroidi la centrale, etc. On a un rendement qui, au niveau du nucléaire, est de l'ordre d'environ 35-36%. Et pour avoir 1 kWh qui sort ici, je vais avoir besoin de beaucoup plus au départ. Et jusqu'à présent, on avait un coefficient de conversion qui était de 2,3. C'est-à-dire qu'on considérait que pour avoir 1 kWh livré, consommé, j'avais 2 kWh produits. Ça, c'est l'énergie secondaire et ça, c'est l'énergie primaire. Et par décret, on a décidé, en une nuit, que nos centrales, tout avait été bouleversé et ce coefficient de 2,3 est passé à 1,9. Voilà. Ça, c'est le tour de passe-passe. 1,9. Et donc, pour avoir 1 kWh consommé, je vais avoir 1,9 kWh d'énergie primaire consommée. Donc j'ai transformé et j'ai consommé beaucoup moins que ce qu'on avait au départ. Alors imaginons que, je simplifie à l'extrême, mon appartement, mon logement, il ne me faut pas dépasser 2 kWh par mètre carré en consommation. On va prendre cette base-là. Eh bien, avant donc, le 8 juillet, j'avais 2,3 par exemple kWh par mètre carré et aujourd'hui, je n'ai plus que 1,9. Et si entre deux, j'ai décidé que ma barrière, elle se situait à 2, là, je suis devenu vertueux. Là, je ne l'étais pas et là, je le suis devenu. Donc, on n'a rien changé. On a juste changé les règles. Et d'un coup, on a 800 000 appartements qui sont revenus dans le marché locatif, qui ont été sortis du classement passoire énergétique. Voilà ce qui a été fait. Alors, moi, ça suscite quand même quelques questions en moi et quelques réflexions. Est-il sérieux, à un moment donné, de considérer qu'on avait 2,3, on a maintenant 1,9? Qu'est-ce qui scientifiquement justifie ce changement-là? Est-ce que celui-ci était erroné? Peut-être. Est-ce que celui-ci l'est tout autant? Peut-être, chacun dans son sens, etc. On n'a pas une base scientifique sur laquelle on s'est appuyé pour dire voilà ce qui s'est produit. Alors, qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré que des gens, en début d'année par exemple, qui ont voulu, avec un appartement ou une maison qui n'était plus louable, on dit tiens, je vais mettre en location, donc qu'est-ce que je peux faire? Je vais prendre une pompe à chaleur. Alors la pompe à chaleur, c'est encore un autre miracle de l'électricité, puisque avec mon kilowattheure acheté, j'ai ce qu'on appelle le COP, le coefficient de performance, qui dit que sous l'effet des lois de thermodynamique, de gaz qu'on comprime, etc., on ne va pas entrer dans le principe des pompes à chaleur, mais quand je consomme 1 kWh, j'ai un rendement qui peut être on peut avoir un COP de 2,5, de 3, 4, etc. Et donc, je me retrouve à avoir un rendement qu'on a amélioré, en tout cas sur le papier. Et donc, ces gens-là, on leur a fait des installations,
on leur a fait payer des installations qui, théoriquement, leur permettent de louer, eh bien, il aurait suffi qu'ils attendent. Et aujourd'hui, sans rien faire, il est possible que s'ils sont dans cette catégorie-là, ils auraient vu leurs appartements louables à nouveau. Donc, quelque part, il y a une injustice qui s'est produite. Alors, est-ce qu'elle est juste ou pas juste? Une injustice, vous me direz, c'est jamais juste. Hein, sinon, ce ne serait pas une injustice. En tout cas, il y a quelque chose qui a été fait qui, moi, me pose un énorme problème. C'est-à-dire que je me dis, puisqu'on est capable de faire, là, une guignolerie dans un sens, qu'est-ce qui me protège du fait que demain, on ne va pas faire une autre guignolerie dans l'autre sens? Et donc tout ça m'amène à une réflexion et nous amène à une réflexion chez Soigner l'habitat. Cessons de nous triturer la tête avec des choses qui n'ont strictement aucun sens. Ce que les gens veulent, c'est du locatif quand ils en ont besoin. Ils veulent être dans le confort et permettons aux gens d'être dans une situation de confort et arrêtons avec des règles qu'on impose, hein, parce que dans 2 ou 3 ans, à nouveau, on va changer les choses, etc. Non, revenons aux choses simples. Il y a un besoin, on y satisfait, et on se donne effectivement des règles, mais cette fois, des vraies règles contrôlées avec des effets produits et constatés de rendement, de performance, etc. Et on s'appuie là-dessus. Sinon, ben on laisse faire le bon sens. Voilà ce que j'étais tenté de dire. Alors bon, ça fait un autre petit coup de gueule du Papy Claude, mais de temps en temps, ça fait du bien quand même de dire ce que l'on ressent et à quel point c'est quand même, c'est plus que de la petite semaine, hein, c'est du doigt mouillé ce qu'on nous fait là. Donc, peut-on faire de la politique à long terme au doigt mouillé? Non. Et quel engagement a-t-on que ce fameux 1,9 donc de coefficient de conversion actuel sera encore bon dans 1 an, dans 2 ans ou dans 3 ans? Rien ne nous dit que ça va être maintenu. Donc on veut un peu de stabilité. Et les bailleurs et ceux qui prennent les appartements en location aimeraient avoir des certitudes sur des durées plus longues que bah tiens, on va se réunir et ah ouais, bah on va voter ça. Non, c'est pas comme ça que ça devrait se passer. Voilà ce que je souhaitais dire.